Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le jeudi 4 avril 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Kaline Ozaki, la nouvelle responsable du pôle business développement du cluster montagne. On parlera sport extrême et aventure avec Maxence Cavalade qui vient de battre un record du monde. Et enfin, Sophie Sesmat sera là pour sa chronique sur les curiosités d'hier. Mais avant toutes les réjouissances, vous en avez désormais l'habitude, j'accueille avec plaisir Clémence qui va nous présenter les titres du journal. Salut Clémence. Salut Seb. Alors ce soir, on va parler de météo. Il y a beaucoup de neige qui est tombée, mais il y a aussi notamment l'avenir des stations de Météo France de Chamonix et de Bourg-Saint-Maurice qui est en jeu. Oui, c'est donc l'autre actualité météo, comme tu le dis. Avoir une météo fiable si les centres météorologiques ferment, c'est la question que se posent en fait plusieurs professionnels. En cause, comme tu le disais, le risque de délocalisation des antennes de Chamonix et Bourg-Saint-Maurice. On fera évidemment le point dans le journal. Et puis une belle histoire. Ça commence compliqué, c'est compliqué au début, mais finalement c'est une belle histoire. Effectivement, c'est compliqué au début, mais ça finit très très bien. 21 petites boules de poils ont été recueillies par le refuge d'espoir d'Arta Pont Notre-Dame. Des chiots qui en réalité sont sortis de laboratoire et qui n'attendent plus maintenant qu'une nouvelle famille. Dès demain, ils seront à l'adoption. Merci beaucoup Clémence, tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. J'accueille ma première invitée, Kaline Ozaki. Je vous en prie, installez-vous. C'est parti pour notre rubrique dans l'actu. Alors vous êtes la nouvelle responsable du pôle business développement du cluster montagne. Déjà une première chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le cluster montagne ? Oui, alors le cluster montagne, c'est une association en fait qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'aménagement de la montagne française. En quoi va consister très concrètement votre mission au sein du cluster montagne ? Moi, ma mission, c'est de promouvoir et de vraiment accélérer le business de ces entreprises qui font partie du cluster. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet qui vous a été proposé ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté ? Justement, le fait de pouvoir servir à un intérêt collectif, de faire travailler ensemble des entreprises qui peuvent être concurrentes habituellement et de créer des synergies. Et vraiment d'avoir aussi cette dimension à l'international. Puis moi, c'est ma passion en fait, la montagne. Donc ce poste était le parfait job pour moi. Vous êtes né à Albertville, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. La montagne, c'est donc un milieu qui vous parle complètement ? Oui, je suis une pure montagnarde. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Moutier, la ville de Moutier. Pour moi, c'est déjà la ville. J'aime bien rester en haut, en hauteur. Ouais. Et puis oui, moi, c'est mes loisirs personnels, c'est dans la nature, dans la montagne. Je suis toujours en train de courir, de faire du ski. L'été, c'est la cueillette des champignons, une pure fan de nature et de sport. On est en plein dans le territoire idoine, là. Tout C'est vraiment fait. le territoire qu'il vous faut. Ah oui, j'arrive pas à m'en séparer. Alors vous êtes une ancienne membre, pour ceux qui connaissent, qui suivent le sport de haut niveau, vous êtes une ancienne membre de l'équipe de France de télémark. Oui, tout à fait. Une discipline dont on parle beaucoup sur 8 Mont-Blanc, avec notamment un titre de vice-championne du monde junior en 2016. Au final, vous avez pris votre retraite sportive assez tôt ? Il n'y a pas d'âge pour prendre de retraite sportive, on va dire. Par rapport à d'autres ? Oui. Après, c'était un ensemble d'éléments qui convergeaient. Et j'ai senti que c'était le moment d'arrêter. J'avais plus la passion et que j'avais envie maintenant d'engager vraiment une carrière professionnelle et de vivre un peu plus normalement. On en parle souvent, notamment sur les antennes de 8 Mont-Blanc. La reconversion pour les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait mûrir dans votre esprit ? Oui. Pour moi, ça me paraissait naturel parce que le télémark, pour moi, c'était pas quelque chose de très professionnel. Ça reste quand même un sport. Vous n'en viviez pas ? Oui, c'est pas olympique. Donc, on a très peu de soutien financier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le support de ma station Méribel, qui me soutenait beaucoup. Mais pour la plupart des coureurs, c'est très difficile financièrement. Tout le monde travaille, en fait, à côté. On est moniteur de ski, on est ingénieur, on est kiné. Ma copine Argeline, qui intervient en télémark, gère sa carrière professionnelle incroyablement. Elle est kiné à plein temps et elle gère. Les deux le feront et ça se passe très bien. Tout à fait. Vous, justement, vous avez déjà une idée de ce que vous vouliez faire après ? On sait que c'est forcément un métier en rapport avec la montagne ? Oui, tout à fait. J'avais pas de projet très précis. Je savais juste que je voulais être au service de nos montagnes françaises. Mais en fait, il y a tellement de possibilités dans notre petit monde de la montagne que je ne voulais pas me fixer, me cloisonner dans un objectif précis. Et voilà, du coup, je rêvais au cluster montagne, ce qui me convient parfaitement. Alors, pour en revenir à votre nouveau poste, une de vos principales missions, vous l'avez dit, ça sera le développement à l'international du cluster montagne.
tout à fait. C'est indispensable aujourd'hui? Oui, oui, oui. On a en fait un savoir-faire et une expertise en France qui est une des meilleures au monde. On est, on va dire, un peu concurrent avec les Autrichiens et les Suisses, nos voisins. On peut même dire qu'on est concurrent? Oui, tout à fait, mais on va dire qu'on est les meilleurs. Donc moi, ma mission, c'est vraiment de valoriser cette expertise et de mettre en relation les bons décideurs à l'étranger, les bons porteurs de projets avec nos entreprises et de faire matcher les compétences. C'est un peu un Tinder, en fait, des compétences de la montagne. Ouais. Là, vous venez d'en parler. La reconnaissance du savoir-faire français en matière d'aménagement de la montagne, vous le ressentez lors de vos déplacements, lors de vos rendez-vous? Ah oui, tout à fait. Moi, donc, ça fait quand même depuis le début que je travaille dans ce domaine-là. Et j'ai pu quand même avoir le recul en travaillant également avec des entreprises autrichiennes et suisses. Et je vois tout le potentiel qu'a l'expertise française à l'international. Là, ça fait un mois que je suis au cluster et je commence à rencontrer beaucoup d'internationaux en fait. Et notre savoir-faire correspond à leurs besoins. Donc, justement, ce premier mois de fonction, vous êtes donc en poste depuis le 7 mars dernier. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Ça correspond à l'idée que vous en aviez? Non, c'est encore mieux. Dans ce sens-là, ça va alors? Ouais, non, c'est vraiment parfait. J'ai l'impression d'avoir toujours été au cluster. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure situation dans le sens où je m'éclate tous les jours. J'aimerais dormir au cluster si je pouvais. J'adore ce que je fais, je ne vois pas mes journées passer, j'adore, voilà, j'en apprends tous les jours et c'est ce que j'avais besoin de cela. J'apprécie de pouvoir travailler avec des collaborateurs de haut niveau, on va dire, qui connaissent également le domaine. Nathalie Saint-Marcel et Benoît Robert, qui sont tous les deux des experts aussi et qui sont à l'origine en fait du cluster. Donc c'est vraiment une vraie opportunité, une chance de travailler avec eux. Quels sont aujourd'hui les principaux marchés à fort potentiel dans votre domaine? Alors, ça bouge très vite. Ça bouge très vite, ça peut être très localisé. Par exemple, on parle depuis longtemps de la Chine. Il y a eu justement les programmes de financement étatiques sur les Jeux Olympiques. Prochains Jeux de 2022. Voilà. Mais là, c'est déjà en train de retomber parce que maintenant, ils ont déjà engagé tous les projets d'infrastructure. Donc, nous, on continue d'aller en Chine, mais sur d'autres projets, notamment sur les loisirs outdoor, dans d'autres régions qui sont encore inconnues. Donc, par exemple, il y a la province du Guizhou. On a fait une réunion tout juste hier. Où on a rencontré un expert chinois, en fait, c'est le président du cercle franco-chinois, Jacques Van Minden, qui nous a parlé de cette région et du fort potentiel qu'il y a en fait. Donc nous, l'objectif, c'est d'identifier ces projets, les décideurs, et organiser des missions collectives pour pouvoir faire rencontrer et matcher ces entreprises avec les décideurs. Qu'est-ce qui leur plaît justement, on prend l'exemple des Chinois, qu'est-ce qui leur plaît dans le savoir-faire français? En fait, nous, on a vécu tout ce qu'ils vont peut-être vivre. Donc, ils veulent voir aussi s'ils peuvent dupliquer. Souvent, voilà, tous les étrangers, les pays émergents, ils voient Courchevel, ils veulent des mini-Courchevel. Mais voilà, nous, on essaye justement aussi d'apporter notre regard qui est historique. Hein. On voit également les difficultés que connaissent aussi actuellement nos stations françaises. Donc, nous, c'est vraiment les conseiller, les orienter et apporter la meilleure solution à leurs besoins. Justement, dernière chose, ces Jeux d'hiver de 2022 qui auront lieu donc à Pékin et dans sa proche région, qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tant qu'ancien sportif de haut niveau, sportif dans une discipline de sport d'hiver, oui. Ça vous semble logique, normal, quand on sait que Pékin a accueilli les Jeux d'été? En tant qu'athlète, je trouve que c'est toujours difficile d'organiser ces événements sportifs d'hiver dans des lieux qui ne sont pas faits pour à la base. Donc tout est créé artificiellement. D'un point de vue éthique, c'est toujours un peu compliqué aussi. Moi, je suis très proche des notions de développement durable aussi. Donc même de mon aspect professionnel, ça me pose aussi un petit peu problème. Comment on exploite ces infrastructures que l'on crée nouvellement pour ne pas tomber comme nous, on a vécu en France avec ces éléphants blancs, avec les JO d'Albertville, les JO de Grenoble. C'est ces mêmes problématiques. Donc, ça fait réfléchir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Kaline. Merci à vous. Bonne route pour la suite de votre carrière professionnelle. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allez, Clémence est de retour pour la revue de presse.
Je disais tout à l'heure en introduction, ça ne nous a pas échappé, notamment nos téléspectateurs. La neige est tombée cette nuit en abondance dans certains recoins de nos départements, avec malheureusement les inconvénients qui vont avec. Et oui, quelques 50 000 foyers ont été coupés d'électricité ce jeudi. Alors les récentes chutes de neige, comme tu le disais à l'instant, sont bien sûr en cause. Des lignes électriques sont tout simplement tombées au sol en raison des chutes d'arbres provoquées par la neige. Selon Enedis, qui est la filiale, je le rappelle, et de EDF chargée de la gestion du réseau, la Haute-Savoie est le département le plus touché avec 35 000 foyers concernés contre 9 000 en Isère et 6 000 en Savoie. Alors les équipes d'entretien du réseau travaillent d'arrache-pied pour remettre tout ça en ordre. Mais les routes qui ont été coupées aussi à cause de la neige vont certainement compliquer leur tâche. Je me suis appuyée pour vous donner ces informations-là sur un article de Ouest France. Et puis le stade de la Praille à Genève va peut-être trouver une nouvelle utilisation. Oui, alors un stade comme centrale solaire participative, il fallait forcément y penser, ça vient pas forcément tout seul. Dès le mois de septembre, 5000 mètres carrés de panneaux vont être installés sur le stade de Genève. Ils produiront 1,1 gigawatt d'heure d'électricité, c'est l'équivalent, pour qu'on se donne un petit temps d'idée, puisque moi quand on me dit 1,1 gigawatt, ça me parle pas forcément. C'est l'équivalent de la consommation de 367 ménages genevois. Le stade, lui, en consommera 30%. Et là où c'est encore intéressant, les 70% restants seront commercialisés sous la forme de 5400 parts participatives mises en vente au prix de 350 francs. La contrepartie, si vous achetez une de ces parts-là, c'est que 100 kW d'électricité annuelle pendant 20 ans pour chaque part vous est offerte. Donc 100 kW, c'est une économie de 22 francs par an, à peu près. C'est relativement intéressant. C'est relativement intéressant, voilà. Mais alors, je pense que par contre, ça ne concernera que les habitants de Genève. De ce côté-là de la frontière, on ne va peut-être pas y avoir le droit. On y arrivera peut-être un jour. Ça arrivera peut-être un jour. Et toi, par contre, pour ta revue de presse, Seb, tu nous parles des oiseaux qui disparaissent à cause des intempéries. Oui, on parle encore d'intempéries puisque c'est un article du Messager qui nous apprend que jeudi 4 avril, donc hier, non, c'est ce matin, le parc des Agdes du Léman a perdu 4 oiseaux, 3 milans noirs et un aigle suite à des chutes d'arbres dans les volières. Alors, du côté du parc, on tient à rappeler que ces animaux sont complètement inoffensifs. Si on voit des oiseaux s'approcher des maisons, il ne faut surtout pas les nourrir. La première chose à faire, c'est de ne pas les nourrir. Et il faut plutôt contacter le parc au 06 65 55 59 27. Je répète, 06 65 55 59 27. C'est une déclaration de monsieur le directeur des Aigles du Léman, Jean-Olivier Travers. Donc on rappelle, ne pas nourrir ces oiseaux et surtout prévenir le parc le plus rapidement possible, car ils sont inoffensifs, mais ils devraient retrouver une place dans leur volière. Ils reviendront peut-être de même. C'est possible aussi. Et pour ta deuxième revue de presse, un village de 200 tentes qui cache une triste réalité. Oui, une action symbolique de la part de l'association Droit à un toit pour tous, une association genevoise. Elle a installé le temps d'une demi-journée 201 tentes sur la plaine de Plain-Palais, dans le cœur de Genève. Ce nombre de 201 tentes n'a pas été choisi au hasard, puisque chaque tente ayant une capacité de 2 places, ça fait, si on compte bien, 400 places. Et c'est justement le nombre de sans-abri qui avait été recensé par les autorités genevoises lors du premier trimestre 2018. Cette opération a pour but de sensibiliser sur la situation des sans-domicile fixe à Genève, puisque selon les membres de l'association, Genève fait pas figure dans ce domaine en comparaison avec d'autres cantons suisses ou régions d'Europe confrontés au même problème. Donc on espère que cette opération symbolique aura une véritable portée sur le sort des sans-abri du côté de Genève. Des SDF dont on reparle nous aussi en France avec Blanche Gardin très récemment. On a vu la scène. Merci beaucoup Clémence. À bientôt. Enfin, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Allez, on passe à notre rubrique aventure. Avec Maxence Cavalade. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un athlète de l'extrême, on peut dire ça? Ça dépend comment on définit extrême. Vous êtes depuis ce samedi recordman du monde, puisque vous avez battu le record du monde de dénivelé en speed riding. Première chose, pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne connaissent pas le speed riding, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette discipline? C'est une bonne idée, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, ni pour les speed riders parfois. Le principe, c'est de faire du ski hors piste, puisque la pratique est complètement interdite sur piste, et pour cause, pour des raisons de sécurité principalement, et avec une petite voile qu'on peut qualifier d'un petit parapente ou un petit parachute. Maintenant, ce sont des voiles de speed riding qui nous permettent de voler au ras de la neige, de skier aussi. On skie beaucoup en speed riding, ça étonne les gens, mais ça Il nous faut donc permet être bon skieur.
Il faut être bon skieur, c'est la base principale pour apprendre, c'est d'être bon skieur, effectivement. Et donc, on évolue en 3 dimensions dans les ventes en hors-piste. Alors ça s'est passé samedi, si je ne dis pas de bêtises. C'était samedi, oui. Donc dans la journée de samedi, du côté de Val d'Isère, vous avez donc effectué, si je ne dis pas de bêtises, 57 descentes de la fameuse face de Bellewaerde. Oui, tout à fait. En fait, c'est un run qui est à côté de la face de Bellewaerde, qui s'appelle la Banane, qui est le hors-piste juste Ah oui, forcément, c'est du hors-piste. Voilà, à côté de la face. Elle représente quel dénivelé au final, ces 57 descentes? En fait, le dénivelé total, c'est 47 768 mètres que j'ai effectué dans la journée. Le record précédent, il était de combien? Il n'y avait pas de record, je vais l'établir. Et mon idée, c'était d'établir le record à 34 000 mètres, chose que je pensais faisable. Et j'espérais faire 35 000, mais je ne pensais pas du tout m'approcher de 48 000 comme j'ai fait là ce jour-là. Alors, pour avoir un ordre d'idée, on va regarder une petite vidéo qu'on a pris. Enfin, c'est une vidéo que vous avez fait vous-même. On a fait un petit montage pour que les gens se rendent compte un petit peu. Bien sûr. Je m'attendais à faire une quarantaine de rotations et donc dépasser tout juste 34-35 000 mètres comme je m'étais fixé à la base. Mais je m'attendais certainement pas à en faire 57 dans la journée. Et du coup, établir ce record du monde à presque 48 000 mètres de dénivelé. Enfin, franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment bonheur. Bah, en tout cas, pour moi, c'était une journée de dingue. Je me suis régalé. Et je me suis régalé aussi dans la préparation de l'événement, finalement, avec les sponsors et les partenaires. Je les remercie, ils m'ont vachement soutenu. Toute l'aventure que ça représentait, depuis la conception jusqu'à la réalisation, c'était vraiment un super truc. Et du coup, j'espère que d'autres speedriders derrière vont se motiver pour essayer de battre ce record. Parce qu'il est là pour ça. Vous le disiez, 57, vous attendiez pas à faire autant. Pour quelle raison? Parce que en fait, le jour où j'ai eu cette idée de record du monde, c'était un jour d'entraînement sur Val d'Isère où je suis allé simplement rider pour moi. Les conditions étaient super bonnes, donc je me suis pas arrêté dans la journée. Et à 16h, quand je me suis arrêté parce que je tenais plus debout, j'ai calculé un petit peu combien de runs j'avais fait et surtout le dénivelé. J'avais fait pas loin de 30 000 mètres. Et du coup, c'était une époque où Félix Baumgartner venait de sauter de l'espace. Et du coup, ça m'a donné cette idée de me dire, tiens, est-ce qu'on peut en faire autant en speedriding à Val d'Isère? Et c'est comme ça que m'était venue cette idée de record du monde. Et en calculant, je pensais pouvoir faire... je me suis entraîné ensuite sur le hors-piste de la Banane, sur la remontée mécanique, pour voir en combien de temps je mettais la rotation. Je faisais la rotation totale. Donc il y a 5 minutes de montée en cabine. Et dans mes entraînements, le meilleur chrono que j'ai fait, c'était 10,31. Et généralement, j'étais plutôt en comptant les 5 minutes de montée. Avec la remontée, ouais, la rotation totale. Et donc, en moyenne, j'étais plutôt entre 11 et 12 minutes. Donc ça, sur 8 heures d'ouverture de remontée mécanique, ça me faisait 40 rotations, donc 34 000 mètres de dénivelé. C'est comme ça que j'avais établi... donc au final, 57, c'est beaucoup plus. Et finalement, j'ai explosé le truc parce que voilà, je suis allé beaucoup plus vite. Je me suis entraîné à remballer ma voile, la déplier beaucoup plus rapidement. Et aussi, je crois savoir qu'une des difficultés, c'était de courir avec les chaussures de ski. Ouais, voilà, je courais avec les chaussures de ski pour rentrer dans la cabine, pour ressortir. Et puis bien sûr, la station de Val d'Isère, toute l'équipe de la STV, les remontées mécaniques et les pisteurs m'ont soutenu dans le projet avec d'autres partenaires qui ont permis que ce soit faisable. Et surtout, cette logistique-là m'a permis d'aller beaucoup plus vite aussi à la remontée mécanique. Il y avait notamment une zone de posée qui était installée au pied de l'Olympique, donc la remontée mécanique que j'utilisais. Et ça m'a fait gagner pas mal de temps sur mes rotations. Donc au bout de la journée, ça fait pas mal de routes finalement. Alors vous êtes venu avec le chèque, on peut dire ça? Voilà, enfin, voilà la plaquette qui prouve le record du monde. Du coup, ça veut dire que vous êtes inscrit au Guinness? Alors non, je suis pas inscrit au Guinness. On fait valider ça par les médias. J'ai même pas demandé un huissier parce que ça me coûtait trop cher. Donc voilà, c'est le chèque qui est pas accompagné d'un chèque avec de l'argent. Il n'y a pas 47 778 €. Non, j'aurais bien aimé 1 euro par mètre, mais ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, la validation se fait par la médiatisation du record. Qu'est-ce qu'il représente ce record du monde? C'est quoi? C'est une fin en soi, c'est un aboutissement, c'est que du fun, c'est quoi? Pas du tout. Alors pour moi, c'est un peu un mix de tout ça. C'est surtout une aventure. Et l'aventure, elle n'est pas seulement dans la journée. J'ai bien fait d'intituler la rubrique aventure. Là. Ouais, exactement. Ça tombe très bien. Et l'aventure, elle n'est pas seulement dans la journée à faire le hamster sur une remontée mécanique. C'est pas ça l'aventure pour moi. L'aventure, c'est surtout de créer le projet, d'avoir l'idée, de trouver les partenaires, de travailler avec eux. D'ailleurs, je les remercie, ils m'ont énormément soutenu dans ce projet-là. Et d'organiser tout l'événement, parce que c'est un événement plus qu'autre chose, plus qu'un record en lui-même, quoi. Et ça, pour moi, c'était ça la plus belle chose dans cette aventure-là, quoi. Dans l'extrait qu'on a vu, vous dites « J'espère que d'autres speedriders battront ce record ». Ouais, complètement. Vous espérez en avoir inspiré?
Ouais, j'aime bien. Je sais pas si c'est inspirer les gens, mais c'est surtout mener des projets et montrer que quand on a une envie et quand on a un petit peu d'énergie et qu'on se met en communauté pour réaliser ça, on fait des belles choses. Alors je sais pas si un record du monde, c'est vraiment une belle chose, mais en tout cas c'est une chouette aventure à vivre. Et j'espère que d'autres speedriders vont la vivre et essayer de battre ce record parce qu'il est là pour ça. Et moi je me suis éclaté dans tout ce projet du début de la conception jusqu'à la réalisation. Et voilà, je souhaite à tous les autres de vivre la même chose que ce que j'ai vécu là. Merci beaucoup. Avec grand Félicitations plaisir, encore une merci fois. de votre invitation. Maxence, à Merci. bientôt. Au N'oubliez revoir. pas le chèque. Je pars avec, ouais. Allez, on termine cette première partie avec Sophie Sesmat, notre spécialiste en art populaire. Salut Sophie. Salut Seb, tu vas bien? Très bien. Alors, toi et Camille, avec qui je présente l'émission, vous avez été très mystérieuses pour la préparation de l'émission. Parce que je vois que t'as rien, t'as pas d'objet. Qu'est-ce que tu vas nous raconter Non, je suis venue les mains vides aujourd'hui. ce Je soir. suis venue avec plein de conseils. Ah bah, c'est une très bonne Je me chose. suis dit, le mois d'avril, c'est le début des brocantes et des vides-greniers absolument partout Avec en le beau temps, France. sauf aujourd'hui. Exactement. Ouais, non, aujourd'hui, c'est vraiment la parenthèse de l'hiver encore. Mais en règle générale, dans quasiment toutes les villes de France, ça va être la déferlante des vides-greniers de particuliers et des brocantes. Ça va être le moment de faire les bonnes affaires. On va s'affûter tous. On va partir tôt le matin. Et je me suis dit, en fait, l'année dernière, j'avais déjà parlé du poisson d'avril, enfin bref, de tout ce qui constitue le mois d'avril en termes de folklore, de tradition. Cette année, c'est l'année du bon conseil, du conseil de bonne copine, du conseil judicieux. Nous que t'écoutons. Et du coup, je me suis dit, d'habitude, je présente 3 objets. Là, je vais donner 3 conseils qui me semblent vraiment hyper importants pour pouvoir bien chiner intelligemment. C'est tout un art. Hein. Alors, je dirais pas que c'est tout un art, Ah mais bon je pense qu'il faut se fixer des règles. La première règle, c'est acheter avec son cœur. C'est bête à dire, en fait. Les conseils que je vais vous donner, ils sont assez basiques. Mais finalement, je me dis, à quoi ça sert d'avoir un tableau qui vaut 15 000 balles sur son mur si on n'est pas capable de l'apprécier? Il vaut mieux acheter quelque chose qu'on aime, qu'on est capable d'apprécier au quotidien, qui nous plaît. En fait, il faut kiffer ce qu'on achète. Si on ne kiffe pas, ça n'a aucun intérêt d'aller chiner. Et moi, je vois des gens qui spéculent, qui investissent. Et toujours, je dis à mes clients, achetez avec votre cœur. C'est là que vous ferez les meilleures affaires. Parce que finalement, quand on a une collection, il faut quand même savoir qu'il y a 60% des Français qui sont collectionneurs et qu'en moyenne, ils dépensent 500 € par an pour leur collection. À partir de combien d'objets est-ce qu'on peut être déclaré Je collectionneur? pense qu'à partir d'une trentaine d'objets, on peut être considéré comme collectionneur. Tu collectionnes quelque chose, toi? J'ai collectionné quand j'étais plus petit les bouteilles de parfum. Ah ouais. Les pins, c'est pas très original, mais ouais, les bouteilles de parfum de mes parents. Il faut savoir que les bouteilles de parfum, il y a seulement 20% d'hommes qui sont collectionneurs. Le reste, c'est des fans. Donc tu vois, tu étais vraiment dans une niche. C'est drôle que tu racontes ça. Alors moi, je vais t'avouer quelque chose. Moi, je collectionnais les noix de coco que étaient sculptées par les bagnards. C'est des objets complètement atypiques. J'étais la reine des dîners de cons. En fait, les gens m'invitaient parce que j'avais des objets qui étaient très, très drôles. Tu vois, quand tu arrives avec ces objets qui sont des noix de coco sur lesquels il y a des motifs, ça fait tellement rire les gens. Et puis, du jour au lendemain, j'ai été un jour un peu vexée. Du coup, j'ai vendu mes noix de coco et maintenant, je collectionne d'autres objets. Mais effectivement, les collectionneurs, il faut apprendre à acheter avec votre cœur. La deuxième chose, ne pas oublier d'acheter un objet en bon état. C'est vachement important parce que quand on achète un objet cassé, si un jour, pour une raison X ou Y, un problème de santé, un déménagement, parce qu'on peut avoir des collections très encombrantes, et on peut avoir un accident de la vie et besoin de se séparer en fait de sa collection, il faut qu'elle soit en bon état. Il faut bien regarder l'objet. Il faut vérifier. Prendre son temps. On prend le temps. On vérifie qu'il n'a pas été restauré, qu'il n'a pas été cassé, qu'il n'a pas été fêlé. Alors autant c'est vrai qu'on peut tomber sur des vendeurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils vendent, autant il ne faut pas se leurrer. Il existe quand même des vendeurs qui sont un peu malhonnêtes et qui ont tendance à cacher un peu les vices. Il faut effectivement prendre son temps. Il faut faire bien attention à ne pas acheter d'objets qui étaient customisés. Ça, c'est un vrai conseil que je donne. Acheter un objet qui est dans son... Parce que du coup, ça perd son authenticité. Complètement. Il faut acheter un objet qui est authentique, qui est originel. Et puis, le troisième conseil que je pourrais donner, qui vraiment est super pratique, là encore, c'est plutôt que d'acheter 20 objets de qualité moyenne, achetez-en un seul beau. Alors déjà, en termes de place, c'est vrai que là, si on voit 20 pichets alignés qui sont moyens et qu'on n'en a qu'un seul, en termes de place, on a gagné beaucoup de place. C'est vrai que toujours dans cette idée, si un jour on a besoin de revendre sa collection, c'est toujours important d'avoir une pièce qui sort du lot plutôt que 20 petites choses. Alors moi, je connais un collectionneur qui collectionne les objets savoyards et qui, en fait, a une espèce de boulimie. Donc, qui a acheté de manière très compulsive et qui, aujourd'hui, est à la tête d'une collection énorme, vraiment gigantesque. Ça chiffre en milliers de pièces. Sauf qu'en fait,
eh bien les 3/4 des pièces dont il a fait l'acquisition sont des pièces qui sont très moyennes, sont Oui, des donc, pièces au un final, peu banales, qui ne sortent pas du lot. Et pour, en fait, l'ensemble de la somme qui a été investie sur ces objets moyens, s'il avait décidé, eh bien, d'acheter seulement 50 pièces, il aurait eu 50 pièces que nous, on appelle les professionnels, des pièces muséales, des pièces dignes de musée. Alors après, j'ai encore quelques petits conseils à donner dans mon Tu as escarcelle. encore 2 minutes. Alors j'ai encore 2 minutes. On t'écoute. Quand on chine, on peut aller loin. Il ne faut pas avoir peur d'avaler les kilomètres. Ça, c'est une certitude. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu. Il La faut charte. penser à être bien équipé. Une bonne paire de chaussures, un petit sac à dos avec une bouteille d'eau, et puis un sac. Les gens qui ont l'habitude de collectionner la faïence, le verre, bref, les objets fragiles, peuvent aussi partir avec de l'emballage. C'est toujours précieux. Moi, il m'est arrivé une catastrophe l'année dernière. J'ai acheté une magnifique poupée ancienne. J'avais pas d'emballage. La personne qui me l'a vendue n'en avait pas non plus. Et puis, sottement, j'ai mis une paire de sabots que j'ai acheté après. Je me suis retrouvée avec une poupée toute écrasée, qui n'avait plus de visage, plus de main. Donc, pas hésiter à s'équiper correctement. Pas être habillé comme Kim Kardashian, parce que quand on part faire les Je brocantes... suis pas sûr que Kim Kardashian chine. Ah ben, on sait jamais. Si Oui, on elle sait avait jamais. décidé de faire les brocantes, elle aurait les prix qui sont en corrélation avec son attitude vestimentaire. Faut pas oublier qu'en fait, dans les vides-greniers, on fait un peu les prix à la tête du client. Camille me dit dans l'oreille qu'elle confirme que lors des émissions, elle a souvent eu froid. Donc elle n'était pas assez habillée. C'est ça, Camille, la prochaine fois, habille-toi bien. Et de fait, eh bien, quand on est habillé sobrement, on a des prix qui sont en corrélation avec notre tenue vestimentaire. C'est drôle, mais c'est vrai, et on voit que c'est ce qui se passe dans la réalité. Et puis, ne pas oublier de prendre le temps de poser des questions sur les objets, les provenances. Les gens, généralement, sont assez avides de donner des informations. Ça vient de la mamie, ça a été acheté pendant un voyage. Comme ça, en fait, on en sait plus sur son objet. Et puis, dernier conseil, le plus précieux que je puisse donner. Alors non, il y en a un autre avant. N'oubliez pas de venir avec de la monnaie, parce que quand vous arrivez à 6h du matin avec un billet de 50 €, c'est hyper compliqué. Et n'oubliez pas d'arriver avec le sourire. On négocie avec le sourire. Qu'est-ce que je vais te demander? On peut négocier, on peut marchander? Bien sûr, il faut. C'est le jeu, c'est hyper important. Mais n'oubliez pas que quand on est agréable avec les gens, eh bien, il se passe toujours des contacts hyper agréables. On peut négocier avec gentillesse et sympathie. On n'est pas obligé de s'aboyer dessus. Il m'est arrivé de voir des situations assez tendues où finalement les gens trouvaient que les prix étaient trop élevés et au lieu de dégainer un beau sourire de circonstance, eh bien, s'emballer un peu vite. Faut pas oublier qu'on est tous là pour passer un bon moment. Bien et évidemment. que, en fait, le mieux, c'est d'afficher un vrai et franc sourire. Merci beaucoup en tout cas, Sophie. On se retrouve Pour le tous mois ces prochain super, avec des objets cette fois-ci. Conseil. Merci beaucoup. Clémence est de retour, de nouveau, pour le rappel des titres du journal. On parlera de l'avenir de Météo France à Chamonix et du côté de Bourg-Saint-Maurice. Et oui, ce sont les deux antennes, Chamonix et Bourg-Saint-Maurice, qui sont menacées de fermeture, tout simplement. On verra ça dans le journal. Et puis une opération d'adoption de sauvetage. 21 petits chiots ont été sauvés d'un laboratoire. On verra ça aussi dans le journal. C'est un sujet trop mignon. Merci beaucoup, Clémence. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. À tout de suite.